Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Nicolas Petro, professeur à l'Université de Rhode Island. Le sujet de discussion est les négociations de paix de l'Amérique. Pourquoi est-il si important pour l'administration Trump d'atteindre la paix avec les Russes? Est-ce simplement la reconnaissance que la guerre a été perdue, ou est-ce une tentative plus large de réorganiser la position de l'Amérique dans le monde? Professeur Petro, quelles sont vos principales réflexions sur cette question? Comment expliquez-vous cela? Parce que, en Europe, nous ne discutons pas vraiment des motivations de Trump ou de la logique derrière cette question. Ce sont surtout des suppositions, qu'il est juste un mauvais type qui pourrait avoir, vous savez, nous rapportons parfois encore sur le Russiagate. Mais quel est, selon vous, le raisonnement ici? Pourquoi Trump a-t-il fait de cela une partie si importante de sa politique étrangère? Parce qu'il pense que cette guerre n'est pas dans le meilleur intérêt de l'Amérique. Et non pas parce que, je spécule ici, il y a quelque chose de nécessairement mauvais à affaiblir la Russie, mais plutôt parce qu'il y a des priorités plus importantes pour son administration, des priorités qui ne peuvent plus être évitées. Celle-ci inclut la réduction de la dette nationale, qui est hors de contrôle en Amérique, au point où des économistes sérieux spéculent sur un possible effondrement soudain de la structure de crédit sur laquelle repose toute l'économie américaine. Si nous repensons à la crise économique de 2008, dont nous ne nous sommes pas entièrement remis en termes de valeur des actifs perdus, l'inquiétude aujourd'hui est que quelque chose de très similaire à l'effondrement des compagnies d'assurance internationales et américaines à l'époque pourrait toucher un nombre encore plus grand de firmes de Wall Street et mener à une récession véritablement dévastatrice, comme ce pays n'en a pas vu depuis les années 1930. À moins que des mesures sérieuses ne soient prises très rapidement pour montrer que le gouvernement des États-Unis est capable de contenir ses dépenses et donc de ne pas risquer le défaut de paiement. C'est donc un point en tant que question plus urgente pour les États-Unis. Une deuxième priorité par rapport à la guerre en Ukraine est, je pense, pour l'administration Trump, de rendre la projection de puissance des États-Unis plus flexible et plus efficace. Et cela, Trump croit, ou plutôt ses conseillers semblent croire, ne peut être fait sans réduire et redéfinir les engagements militaires américains vraiment obsolètes. Parmi ces engagements militaires obsolètes, l'OTAN se distingue, car c'est un fardeau que Trump a toujours soutenu, devrait être correctement transféré aux Européens eux-mêmes. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui voient la menace. Ce sont eux qui doivent faire face à la menace. Et la relation actuelle met essentiellement les Américains en danger, plutôt que les Européens, et à nos propres frais, aux frais de l'Amérique, plutôt qu'à ce que cela coûterait réellement aux Européens de se défendre. Donc, cette équation, selon Trump, doit changer, car ce n'est pas dans notre intérêt de continuer ainsi. Si ces deux choses sont faites, alors l'Amérique dispose de plus de ressources et de flexibilité géopolitique pour se tourner vers d'autres régions. Et ici, dans son esprit, bien sûr, la menace principale se trouve en Asie, venant de la Chine, et non de la Russie en Europe. Oui, c'était aussi un thème clé de sa première administration. C'est-à-dire que l'Europe devrait payer plus. Ils deviennent trop coûteux à gérer. Et ils devraient nous payer, en fait, pas seulement les Européens, mais les alliés du monde entier, pour le privilège d'être protégés par les États-Unis. Cela ne devrait pas finir par peser sur le contribuable. Donc, je suppose que ce n'est pas une position déraisonnable à prendre, surtout quand les États-Unis sont très sollicités. Et c'est quelque chose dont, maintenant qu'Elon Musk est une force politique,
il a également parlé que les États-Unis se dirigent rapidement vers la faillite. Il est donc important de prendre des mesures drastiques. Et encore une fois, des mesures drastiques sont prises non pas nécessairement pour abandonner complètement l'empire, mais au moins pour obtenir un meilleur retour sur investissement, qui est devenu coûteux dans l'ensemble. Maintenant, Trump a également beaucoup argumenté contre les escalades dangereuses, comme la guerre nucléaire et tout cela. Mais dans le cadre des discussions géopolitiques plus larges, je parle souvent de cette interview que Marco Rubio a donnée à Megyn Kelly, où il a soutenu que l'unipolarité était temporaire. Et maintenant, c'est fini. Le monde est multipolaire, et cela a des implications majeures. Si c'est multipolaire, vous ne voulez pas être trop dominant dans toutes les parties du monde, car alors vous allez être surmené, et les autres centres de pouvoir vont commencer à s'équilibrer collectivement contre vous. Donc, contrairement à l'ère unipolaire, vous devez commencer à prioriser. Où vous concentrez-vous? Où réduisez-vous votre attention? Et encore, ils veulent se tourner vers l'Asie ou quelque chose comme ça. Cela a été dit depuis Obama. Mais si vous voulez vous tourner vers quelque part, vous devez vous détourner d'ailleurs. Et je suppose que l'Europe n'est plus une priorité aussi élevée. Mais comment voyez-vous l'ajustement plus large pour l'Amérique? Parce que cela change maintenant. L'ordre mondial passe d'un système unipolaire qui a été poursuivi assez ouvertement après la guerre froide à la reconnaissance d'une réalité multipolaire. Comment voyez-vous cela comme faisant partie de cela? Ou peut-être que vous ne considérez pas cela comme un énorme problème. Ou voyez-vous, je pense surtout à Trump, voulant séparer les Russes des Chinois, par exemple. Si le monde était unipolaire, alors cela ne serait pas une grande préoccupation. Mais vous avez raison. Je pense que votre point est bien compris. Dans un monde multipolaire, les alliances dépendront des objectifs poursuivis par divers acteurs. Et l'un des arguments avancés à Washington par les think tanks traditionnels contre la multipolarité est qu'elle est en effet un précurseur de l'anarchie et conduira à un plus grand conflit entre les puissances régionales. Mais les grandes puissances régionales, qui font partie des BRICS, soutiennent en fait exactement le contraire. Que la multipolarité elle-même est un cadre conceptuel qui permet des alliances changeantes, mais ne mandate pas les antagonismes. Elle est en réalité moins susceptible qu'un monde unipolaire ou bipolaire de mener à des conflits. Car 2 ou 3 pays, ou plus, contiendront plus efficacement les désirs de l'une des autres grandes puissances à la table et pourront leur offrir des incitations précieuses pour ne pas faire des choses qui ne sont pas dans les intérêts communs des États leaders. Il devrait en effet y avoir une forme de coalition d'États leaders ou un conseil d'États leaders. Et ce type de multipolarité, dirigé par des acteurs dominants régionaux, peut être mené dans l'intérêt de l'harmonie mondiale dans son ensemble. C'est une proposition attrayante, ayant certaines similitudes avec le concert de l'Europe que nous avons vu au XIXe siècle. Donc je pense que nous pourrions à nouveau nous diriger dans cette direction. Oui, parce que, si vous le regardez de cette perspective, si le monde unipolaire touche à sa fin, alors la réponse à ce que propose Trump est « oui, dépensons plus d'argent en Europe », ce qui menacerait une possible guerre nucléaire et pousserait la Russie dans les bras de la Chine. À un moment donné, il faut repenser complètement cette stratégie en termes de recherche de dialogue avec les Russes pour leur permettre de diversifier au moins. J'ai remarqué que Keith Kellogg, une fois, à l'époque, il y a environ 2 ans, a fait valoir que, ce que nous faisons est le summum du professionnalisme. Nous affaiblissons ou éliminons un rival stratégique clé de l'Occident, des rangs des grandes puissances, et nous n'utilisons aucune troupe.
nous combattons avec les Ukrainiens. C'est donc le professionnalisme ultime. Mais maintenant, bien sûr, à la conférence de sécurité de Munich, il avait un ton très différent. Il a dit, eh bien, nous sommes dans une très mauvaise position. Les Russes se rapprochent maintenant de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord. Ce n'était pas le cas il y a seulement quelques années. Nous devons les séparer, ce qu'il a insinué être la raison pour laquelle l'Amérique devait tendre la main à la Chine. Mais est-ce un objectif réaliste, cependant? Les Russes vont-ils embrasser l'Amérique plutôt que les Chinois? Cela me semble un peu comme un monde de fantaisie. Oui, ces alliances n'ont pas besoin de se dérouler dans une sorte de grande vision géostratégique, du moins pas nécessairement. Je pense qu'une manière plus plausible de faire fonctionner la multipolarité est de l'envisager comme une coalition d'États en constante évolution, en fonction de leurs intérêts spécifiques dans la question. Par exemple, s'il s'agissait de la paix au Moyen-Orient, les États-Unis et la Russie seraient peut-être plus intéressés par cela. Les Européens devraient l'être, mais il n'est pas clair quel pourrait être leur rôle. La Chine semblerait être plus éloignée de cela. S'il s'agissait de quelque chose dans le voisinage de la Chine, par exemple, les droits de transit en mer de Chine méridionale, encore une fois, la Chine et les États-Unis seraient plus impliqués, l'Europe moins, etc. Tout cela a tendance à évoluer. La question que les Européens devraient se poser, car il est clair pour moi, du moins, que les grandes puissances, qui pourront revendiquer une place dans un monde multipolaire, sont les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie. Il y a probablement un candidat principal en Amérique latine, mais je ne vais pas dire qui c'est parce que je n'en suis pas sûr. Et il y a probablement un candidat principal en Afrique. Bien qu'il puisse être logique de penser à un candidat principal en Afrique du Nord et un candidat principal en Afrique du Sud en tant que membre potentiel. De plus, il ne faut pas oublier, bien que je l'oublie souvent, malheureusement, l'Indonésie en tant qu'acteur clé et le Pakistan. Mais il n'y a actuellement pas de place pour l'Europe à cette table, parce que l'Europe ne se dirige pas dans une direction qui lui permettrait de parler d'une seule voix, avec une politique réaliste et significative qui défendrait ses propres intérêts continentaux. Elle est trop divisée, et cela fait des années qu'elle poursuit des intérêts qui la mettent en désaccord avec son voisin immédiat, avec lequel elle devrait faire tout son possible pour rétablir les relations. Je parle de la Russie, car ces relations mutuelles sont essentielles pour une plus grande sécurité et stratégie européenne. Et elle tourne maintenant aussi le dos à son bienfaiteur traditionnel, les États-Unis, qui ont garanti sa sécurité. Donc, c'est vraiment dans l'incertitude et n'a pas de stratégie qui lui donnerait une place à la table des grandes puissances. À moins que cela ne change et que nous commencions à voir l'Europe définir ses intérêts différemment en tant que grande puissance, plus dans la lignée de ce que nous avons vu émerger dans les autres nations que j'ai mentionnées, qui font partie des coalitions BRIC, et maintenant les États-Unis également. Je pense que les perspectives pour l'Europe de jouer un rôle dans les affaires mondiales diminuent. Oui, les Européens, eh bien, ils semblent tout faire de travers ces jours-ci en termes de relance de leurs économies. On peut soutenir que leurs intérêts nationaux ne sont pas suffisamment poursuivis. Mais aussi, je pense que dans un système multipolaire, la capacité non seulement des États-Unis et des Européens à avoir plus d'intérêts communs, je pense que c'était facile dans le système unipolaire et bipolaire. Mais dans le multipolaire, je pense que les intérêts deviennent trop divergents. Non seulement il y a une rupture avec l'Amérique, mais au sein de l'Europe également, il semble y avoir plus de fragmentation. Et je pense que cette nouvelle guerre froide que beaucoup réclament maintenant
contre la Russie, je ne pense pas que cela suffira à unifier le continent. En effet, cela devient aussi de plus en plus une source de friction et de tension. Les pays se détachent. Si nous perdons les Italiens du consensus anti-guerre, alors vous savez, ça pourrait être fini. Et il me semble que la Grande-Bretagne joue un rôle très perturbateur en suivant essentiellement sa propre voie, tout en prétendant agir dans l'intérêt de l'Europe. Il sera intéressant de voir quelles forces politiques européennes auront le courage d'identifier le rôle actuel de la Grande-Bretagne comme un élément perturbateur dans la réalisation d'un continent européen pacifique et prospère, auquel le Royaume-Uni lui-même ne souhaite pas être attaché géopolitiquement. Mais au-delà de cela, je suppose, la géopolitique plus froide et calculée d'un ordre mondial en mutation, c'est-à-dire la multipolarité. Les États-Unis se réajustant, les fragmentations en Europe. Comment expliquer l'hostilité accrue que l'on observe envers les États-Unis, envers l'Europe? Pas seulement en termes de, vous savez, ils devraient payer plus pour la sécurité, mais et de la part de Vance, de Trump, il y a de plus en plus de résistance contre l'Europe. Ou est-ce exagéré, pensez-vous? Ou peut-être que ce n'est pas anti-européen. Peut-être que c'est plus une critique de la classe politique en Europe. Mais certainement, la conférence de sécurité de Munich a provoqué des ondes de choc à travers l'humanitaire. Parce que, encore une fois, je vais contester le commentaire anti-européen. C'était un commentaire très anti-UMR, je pense. Et en effet, vous voyez la même chose de la part de Musk, critiquant l'UMR comme un monstre bureaucratique, antidémocratique. Je suppose que c'était aussi la critique de Vance, selon laquelle les élites de l'UMMA trahissaient ce que signifiait être européen. Comment voyez-vous cela? Est-ce aussi dans le contexte de la nouvelle répartition internationale du pouvoir, ou est-ce une nouvelle idéologie? Comment comprenez-vous cela? Je pense qu'aux États-Unis, c'est une combinaison de deux facteurs. Premièrement, c'est une revanche. C'est une revanche pour le rôle que plusieurs dirigeants européens actuels ont joué dans le sabotage de la présidence Trump. Et ici, un rôle très important a été joué par des membres éminents du gouvernement britannique et des services de renseignement britanniques, mais aussi des services de renseignement allemands. Je dois dire, comme nous le voyons avec les récentes révélations de Bruno Kahl, qui pendant de nombreuses années a été à la tête du BND, les services de renseignement allemands. Donc c'est un aspect de la question. Trump, à mon avis, n'oublie pas les affronts et a un côté vindicatif et est prêt à laisser son gouvernement aller très loin pour se venger des personnes et des gouvernements qui l'ont contrarié. Mais un deuxième aspect, quelque peu lié à cela, mais plus important dans le contexte des guerres culturelles qui continuent de se dérouler aux États-Unis, est que Trump se voit lui-même et ses conseillers se voient comme à l'avant-garde du mouvement anti-woke. Ainsi, le mouvement woke est un terme générique qui se réfère à la perte des valeurs traditionnelles, au remplacement, dans le contexte des valeurs, de la culture, de la langue et de l'orientation politique de ce qui est perçu comme de véritables valeurs américaines, populaires et authentiques. Des valeurs traditionnelles, comme nous les appellerions, qui ont été abandonnées en Europe. Et déjà, même avant Trump, ces valeurs multiculturelles européennes et la reconnaissance de 5 sexes et des choses comme ça étaient largement moquées aux États-Unis. Et ce sentiment que nous retrouvons en Amérique, nos racines, revenant sur le bon chemin et la tradition, alors que l'Europe doit être encouragée à le faire, est quelque chose auquel l'administration Trump et de nombreuses personnes clés, proches de l'administration Trump, tiennent très fortement.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils ressentent une certaine affinité avec Poutine. Car Poutine aussi a été en vue dans son soutien aux valeurs traditionnelles russes et aux valeurs familiales traditionnelles. La distance entre ces valeurs traditionnelles américaines et les valeurs traditionnelles russes n'est pas si grande. Si les Européens reconnaissaient la même chose pour eux-mêmes, que les valeurs traditionnelles allemandes, les valeurs traditionnelles anglaises, françaises et italiennes, etc., les valeurs familiales traditionnelles partagent toutes une cohérence commune dans le rétablissement des traditions et des valeurs chrétiennes dans le contexte local, national, historique et culturel. Nous pourrions tous nous entendre beaucoup mieux que l'alternative que l'élite culturelle a promue ces dernières années. Conservatisme. Oui, tout à fait. Je me souviens d'un article de Patrick Buchanan. Cela remonte à près d'une décennie, voire plus. Patrick Buchanan est un commentateur politique très en vue et un ancien candidat présidentiel malheureux. Il a écrit un article intitulé « Poutine est l'un des nôtres » et il parlait du mouvement conservateur religieux américain. Il avait un point. Oui, c'est quelque chose. Eh bien, ce n'étaient pas les mots de Samuel Huntington, mais il a écrit un article vraiment excellent ou fascinant en 2004, qui est Dead Souls. Et il soutient quelque chose de similaire, que le nouveau clivage en Amérique ne serait pas entre les libéraux, eh bien, ce serait entre les libéraux, les cosmopolites et les patriotes, ou les cosmopolites et les nationalistes. Je pense que c'était, ou effectivement divisé entre les éveillés et les mondialistes contre les patriotes ou nationalistes. Et une fois que vous faites cela, une fois que vous ne voyez plus le monde divisé entre le libéralisme et l'autoritarisme, mais par les conservateurs contre les libéraux, cela change beaucoup, et pas seulement la Russie. Je pense que cela explique aussi une partie de l'affinité de Trump envers des personnes comme Orban, qui aimeraient voir une Europe plus traditionnelle, définie davantage par son héritage chrétien traditionnel, et aussi l'intervention de Musk en Allemagne pour essayer de faire passer l'AfD. Donc oui, il y a un autre. Discussion dans ce sens par Jonathan Haidt, un sociologue de l'Université de New York. Je consulte un article maintenant qui a été écrit en 2013. Une autre personne qui écrivait à ce sujet à l'époque était Mark Movsesian de l'Université St. John's, à propos des valeurs weird et du conflit entre les valeurs traditionnelles et ce que ces universitaires ont qualifié de valeurs weird. Weird signifie valeur occidentale, éduquée, industrialisée, riche et démocratique. Mais bien sûr, l'acronyme est destiné à les dépeindre comme en dehors du courant dominant, et donc étranges. Ces valeurs sont anormales et peu attrayantes pour le reste du monde. Elles n'attirent qu'un petit cercle d'internationalistes. Oui, cela semble à peu près correct. C'est là que les nouvelles lignes de division sont tracées. Et oui, il est probablement exact que cela ne concerne pas seulement la sphère domestique, mais aussi quelque chose qui impacte la politique internationale. Eh bien, professeur Petro, merci encore pour votre temps. J'apprécie que vous ayez partagé vos idées. Merci encore et j'espère que vous nous rejoindrez à nouveau bientôt. Merci Glenn. Ravi d'être ici.